welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Azurément Sport pour ce 5e épisode. Au programme de ce soir, coup dur en football, victoire en rugby, fin de série pour la Roca Team. En volleyball, les Niçois n'y arrivent toujours pas et reportage sur la course au Pain-Bagna. Et on commence avec le Flash Info et vous, Lisa Fernandez-Martins. En National 2, la Escan grimpe provisoirement à la 4e place du championnat après une victoire face au FC 93 Bobigny 1-0. Le changement de coach avec l'arrivée de Mathieu Chabert et la nouvelle dynamique semble bien fonctionner. Prochain match samedi soir en Coupe de France face au FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Quant au club du RC Grasse, il s'est contenté d'un match nul face à hier. Une première période sans rythme, c'est au retour des vestiaires que l'équipe retrouve du dynamisme. Mais rien n'y fait, les compteurs sont figés 0-0. Les Grassois pointent à la 13e place du classement et joueront leur prochain match à l'occasion de la Coupe de France samedi 15 novembre à l'extérieur face à Rhône-Vallée. En Pro B, les Sharks ont été battus en championnat face à Saint-Chamond. Ils ont pris leur revanche en Coupe de France hier soir, 80-65. Dans une Azur Arena pleine à craquer, les hommes de J.D. Jackson assurent la 8e de finale. Il faudra enchaîner dès vendredi soir à Roanne. Et cette semaine, les Sharks ont signé Mathieu Gauzin jusqu'à la fin de la saison. Le meneur arrière passé par Le Mans, Chalon-Reims, Dunkerque, Metz ou encore Nancy n'a pour l'instant évolué qu'en Betclic Elite en France avant une expérience en première division turque la saison dernière. De quoi apporter de l'expérience aux lignes arrières antiboises. Une légende de cette équipe antiboise, Michael Richardson, est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. Surnommé Sugar, il avait révolutionné le basket de son époque en France. 1m95 de puissance, il a su occuper tous les postes. Il laisse derrière lui l'image d'un mordu du basket, profondément humain. En hockey sur glace, les Aigles de Nice faisaient leur retour après une petite trêve. En déplacement à Briançon, il fallait absolument revenir après une mauvaise série de 6 défaites consécutives. Et c'est chose faite. Victoire 5-2, de quoi relancer les hommes de Marc-André Lévesque sur une bonne dynamique. Retour à domicile vendredi soir face à Rouen. Et du côté des féminines, l'OGC Nice Handball veut enchaîner après un second succès de rang face à Paris. Les Aiglons espèrent conclure dès ce soir avec la réception de Strasbourg pour ensuite se tourner vers la Coupe de France. Elle pointe actuellement à la 3e place du classement. Ce dimanche, les coureurs du marathon Nice-Cannes sont arrivés au pied du palais du festival à Cannes. Et sans surprise, les Kenyans ont dominé la distance reine de la course à pied. Dixon Kiprop s'impose chez les hommes en 2h13. Et du côté du féminine, Irène Courir termine en 2h39. Une édition qui a rassemblé plus de 22 000 coureurs sur 4 distances différentes. Direction le football où les clubs azuréens n'ont pas brillé cette semaine. Oh, le but sublime de Marnès à Cliouche, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azurément Golf. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour nos clubs azuréens, à commencer par l'OGC Nice qui se rendait à Metz, actuel 17e de Ligue 1, Louis Marmion. Francaise aligne son équipe habituelle avec le retour de Jonathan Claus sur le côté droit, une nouvelle triplette devant avec Sofiane Diop et Mohamed Ali Chaud pour épauler Kevin Carlos, placé seul sur le front de l'attaque. Le début de rencontre n'est pas rassurant pour les Niçois. Sur un centre messin venu de la gauche, Pepra Opong doit déjà sauver les siens in extremis. Les Aiglons subissent et Metz presse pour ouvrir le score. Sur une passe en retrait mal dosée de Sofiane Diop, Metz récupère, combine et lance en profondeur Sabali sur son côté droit. Le Sénégalais entre dans la surface, contrôle mais frappe au-dessus de la cage niçoise. Les occasions se font rares des deux côtés, mais à la demi-heure de jeu, Van Hout remonte le ballon dans l'axe du terrain. Il sert Mohamed Ali Chaud dans le bon tempo. L'attaquant à l'entrée de la surface enroule, une superbe frappe du pied gauche. Le dernier rempart messin est battu, 1-0 pour Nice. Les Niçois mènent et c'est bien tout ce qu'il y a à retenir de cette première mi-temps. Le plus gros problème, c'est que les hommes de Francaise ont encaissé un but à chaque rencontre à l'extérieur. Est-ce la fin de cette terrible série, Louis ? Le problème, Lisa, c'est que les Aiglons sont tombés sur des messins en forme. Dès le retour des vestiaires, Tsitashvili est lancé sur son côté gauche. À la sortie de la surface, le Géorgien assène une frappe puissante plein axe qui vient heurter la barre de Yevan Diouf. Peu de temps après, sur un centre anodin venu de la gauche, Kouao est déséquilibré avant sa frappe. Tout le public réclame un pénalty. L'arbitre Stéphanie Frappard est appelé à la VAR. Après visionnage, le pénalty est accordé. Djoumaba fautif accroche le maillot du défenseur. Gauthier Hein s'élance et trompe parfaitement Yevan Diouf, un partout. Le cauchemar ne s'arrête pas là, c'est un remake de la semaine passée face au PSG. En fin de match sur un long ballon, Diallo est parfaitement servi. Le Sénégalais efface Mendy et ajuste le gardien niçois sous la barre, 2-1 pour Metz. En fin de rencontre, Djoumaba a l'occasion de se racheter.
Le ballon arrive dans la surface messine, mais Bas écrase trop sa demi-volée, captée facilement par le gardien. Le score en restera là. Nouvelle défaite pour Nice qui ne rassure pas. Après 7 échecs, les Aiglons sont 9e au classement. Prochaine rencontre à domicile face à l'Olympique de Marseille, vendredi 21 novembre. Et du côté de Monaco, les choses ne vont pas beaucoup mieux. L'ASM recevait Lens au stade Louis II. Pocognoli lui aussi aligne une composition offensive avec Balogun et Biarritz sur le front de l'attaque. Dès l'entame de la rencontre, sur un corner lensois mal négocié, Golovin, lancé en profondeur, se retrouve seul face à Risser, mais manque complètement son duel. C'est au tour des Lensois de se montrer dangereux. Sur un centre venu de la droite, Hudson Edward claque une tête qui vient mourir sur le poteau monégasque. Mais la satisfaction est de courte durée. Thilo Kehrer rate sa relance, Thauvin intercepte, pénètre dans la surface et sert Thomasson, contré par Keun. Edward suit et ouvre le score. 1-0 en faveur des 100 et or. Pour autant, l'ASM ne s'avoue pas vaincu. Offensive monégasque dans la surface. Balogun se bat pour garder le ballon, mais l'attaquant est bousculé par Sangaré. Penalty. Balogun se charge de le tirer. Contre-pied parfait, un partout. Sur une mauvaise passe de Golovin dans le rond central, Lens récupère. Saïd est lancé en profondeur sur le côté gauche et déclenche une frappe au premier poteau qui surprend le dernier rempart monégasque. 2-1 pour Lens. Le tournant du match arrive juste avant la pause. Sur une offensive monégasque, Balogun tente de récupérer le ballon mais marche malencontreusement sur la cheville de Sangaré, carton rouge. L'ASM est réduit à 10 et la catastrophe ne s'arrête pas là. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Florian Thauvin place un ballon millimétré dans le dos de la défense monégasque. Sangaré, encore lui, se retrouve seul face à Philippe Keun. Malgré le retour des défenseurs, le Malien élargit le score de son pied gauche, 3-1 à la mi-temps. Les Monégasques en infériorité numérique vont continuer de souffrir tout au long de la seconde période, Louis. La deuxième mi-temps est un peu plus calme que la première, mais à l'heure de jeu, le RC Lens alourdit le score. Sur corner, Thauvin adresse un centre au premier poteau. Ouassé Saïd coupe la trajectoire et place le ballon sous la barre de Philippe Keun. 4-1, Monaco est à terre. Les offensives monégasques sont trop faibles pour espérer réduire le score. En fin de match, la sanction aurait pu être plus lourde. Sur un centre venu de la gauche, Fofana seul face au but manque totalement sa reprise. Dans le temps additionnel, l'ASM obtient un penalty après une main de Bulatovic. La VAR est appelée et confirme la décision. Mais ce n'est décidément pas le soir des Monégasques. Ansu Fati s'élance, Risser choisit le bon côté. Le ballon revient sur l'Espagnol qui manque encore sa reprise. Fin du match, Monaco s'incline 4-1. Deuxième défaite consécutive pour Monaco à domicile, une défaite qui fait mal. L'ASM voit les leaders du championnat s'échapper peu à peu. Prochaine rencontre à l'extérieur face à Rennes, samedi 22 novembre. On passe à l'actualité rugby désormais. Action, lié, jeu. Samedi soir, à Marcel Volo, le Nissa Rugby a renoué avec la victoire, mais sans vraiment convaincre Nathan Renaud. Les Niçois se sont imposés 30-21 face à Marc-en-Barœul pour reprendre la tête du championnat national. Une victoire qui cache une prestation à deux visages et qui laisse un goût d'inachevé. Tout avait pourtant bien commencé. Après une entame brouillonne, les Aigles ont pris leur envol avant la pause. D'abord grâce au pied d'Owen Williams, précis et opportuniste. Puis sur un ballon porté parfaitement négocié, Hugo Sarrazin file en terre promise. 13-0 à la pause, Nice mène, domine et rentre au vestiaire en supériorité numérique après un carton jaune de Mathias Ortiz côté marquois. Et après la pause, on pensait que la soirée était déjà bouclée, mais la dynamique niçoise s'est complètement enrayée. Au retour des vestiaires, on se dit que la machine niçoise est lancée. Clément Egiziano inscrit un essai dès la 43e minute, puis Christa Poel et Pierre Stripoli enchaînent. 30-7 à l'heure de jeu, le bonus offensif est en poche, le public exulte et même Egloun, la nouvelle mascotte du club, danse sur la pelouse. Mais le rugby reste un sport d'équilibre et cet équilibre, Nice le cherche encore. L'indiscipline en fait surface, Hugo Sarrazin écope d'un carton jaune pour faute d'anti-jeu. En infériorité, les Niçois reculent, subissent et encaissent en 2 essais coup sur coup. En 5 minutes, le bonus s'envole, la sérénité aussi. Le capitaine Thibauré ne mâchait pas ses mots après le match. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe dans nos têtes parce que normalement on doit plus être inquiété à 30-0 ou 30-7. Normalement on doit appuyer et ils doivent jamais revenir dans ce match-là. Voilà, on est une équipe qui est encore jeune, on se connaît depuis quelques mois. On va pas se cacher là derrière parce qu'on a de beaux joueurs, de beaux potentiels, des mecs qui connaissent le rugby. Donc voilà, on va repartir au boulot, on va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et on va se concentrer sur la chute du championnat. Si la victoire est là, la manière interroge. Entre maîtrise retrouvée et fébrilité persistante, Nice donne parfois l'impression de jouer à se faire peur. Nice reprend tout de même la tête du championnat à une semaine d'une rencontre ô combien importante. Nice Rugby reprend la première place grâce au faux pas de Narbonne à Rennes, mais à une semaine du choc au sommet dans l'Aude, les Niçois savent ce qu'il leur reste à faire, être constant, rigoureux et concentré sur 80 minutes. Je pense qu'il faudra être constant tout au long du match, il va falloir qu'on mette plus d'engagement, notamment en défense.
On en a manqué beaucoup ce soir. Voilà, ils ont marqué trop facilement et ça ne doit pas nous arriver. Donc voilà, on va tomber face à des équipes denses qui jouent bien. Narbonne, c'est une équipe qui joue très bien. Donc voilà, il va falloir qu'on monte le curseur sur l'engagement et la défense. À ce niveau-là, la différence entre un prétendant à la montée et une équipe prometteuse, ça se joue là. Dans ces moments, il faut savoir garder le contrôle. Nice Rugby a gagné, oui, mais pour viser plus haut, il faudra apprendre à dominer sans trembler. Rendez-vous donc en terre narbonnaise samedi pour confirmer cette place de leader. Et du côté de Toulon, samedi après-midi, le RCT a surclassé La Rochelle, 39-14, Nathan. Une démonstration, voire un récital avec le bonus offensif à la clé. Résultat, les Varois rejoignent Toulouse en tête du championnat. Pour rappel, ce match devait se jouer en septembre pour le compte de la 3e journée, mais le déluge avait noyé la pelouse de Toulon. Depuis, les deux équipes ont pris des trajectoires bien différentes. Toulon, impérial à la maison, voulait frapper fort. La Rochelle, elle, restait sur 3 victoires de rang et rêvait d'un exploit. Dès le coup d'envoi, les intentions varoises étaient claires. 9e minute, Jaminet conclut un beau mouvement au large, 5-0, puis Ferté double la mise en coin, 12-0. Le RCT domine, impose son rythme, fait exploser les lignes rochelaises. Pourtant, Concordier relance un espoir côté maritime avec un essai tout en puissance, 12-7. La Rochelle revient, mais juste avant la pause, le RCT appuie à nouveau sur la gâchette. Ribans conclut un mouvement collectif et Toulon vire en tête à la pause, 19-7. Au retour des vestiaires, donne une véritable leçon aux Rochelais. Encore Jaminet, encore clinique pour son doublé après un jeu au pied millimétré de Smiley. Puis Priso, entré quelques minutes plus tôt, finit derrière la ligne après une série de percussions du pack. 34-7 à l'heure de jeu, le bonus offensif est déjà dans la poche. La Rochelle tentera bien de réagir avec un essai de Leeds, mais rien n'y fera. En fin de match, Dréan enfonce le clou, 39-14 sous les champs de Mayol, incandescent. Et avec ce succès, Toulon confirme son retour sur le premier plan du championnat. Solide, précis et inspiré, Toulon a tout fait pour s'imposer comme un sérieux candidat au Brennus. Les hommes de Pierre Mignoni confirment qu'à Mayol, ils ne tremblent jamais. 6e victoire consécutive à domicile, un rugby offensif retrouvé et une confiance qui grandit semaine après semaine. Toulon est sur le toit du top 14, mais plus que ça, c'est l'attitude qui impressionne. De l'envie, du jeu, du cœur, bref, le retour du grand Toulon. Cette fois-ci, Mayol n'a pas pris l'eau et le rugissement du RCT ne vient plus seulement des tribunes, mais bien du terrain. Et le groupe de Melvin Jaminet se déplacera face au Stade Français samedi 23 novembre. Direction les parquets avec l'actualité de la Roca Team. 3 Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Il y a des semaines où tout s'enchaîne trop vite, où le tempo s'accélère et où chaque possession devient une question de survie. Après une victoire sans éclat face à Saint-Quentin, la Roca Team retrouvait hier soir les lumières brûlantes de l'Euroleague dans une Stark Arena en fusion, Lisa. Et il y a des victoires qui rassurent et d'autres qui laissent songeur. Celle de dimanche face à Saint-Quentin en Betclic Elite relève clairement de la seconde catégorie. Privée de ses cadres Mike James, Blossom Game et Diallo, la Roca Team démarre fort. Strazel et Michino font la loi en attaque, la défense verrouille et Monaco mène logiquement 25-12 après 10 minutes. Mais dans le deuxième quart, tout se dérègle. Le rebond devient fragile, les fautes s'accumulent et Saint-Quentin, mené par Onyang, revient à 3 longueurs. Heureusement, Okobo redonne du rythme, Strazel remet la machine en marche et Monaco retrouve un peu d'air à la pause, 48-37. Une première mi-temps maîtrisée mais sans briller et la suite va relever le paradoxe de cette équipe capable du meilleur comme du pire. Oui, la reprise est à l'image de Monaco cette saison, dominatrice par séquence, fébrile par moment. L'ASM garde l'avantage sans jamais tuer le match. Saint-Quentin combatif revient encore à -5 dans les dernières minutes. Les supporters retiennent leur souffle, mais Strazel encore conclut avec sang-froid, 92-84 au buzzer, un succès sans éclat, mais essentiel pour garder la tête du championnat. Le coach Vassilis Panoulis semblait positif en conférence de presse d'après-match. It was a good game for us, except the last period. I think that we relaxed a lot. C'était un bon match pour nous, mis à part le dernier quart. On s'est trop relâché et on a laissé Saint-Quentin mettre en place son jeu. Mais on a été sérieux la majeure partie du temps. Je suis très satisfait, on a eu l'opportunité d'utiliser des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Pour moi, c'est très important de voir qui est prêt et qui ne l'est pas, parce que c'est une longue année et tout le monde doit rester efficace. Globalement, je suis satisfait. Un avertissement quand même, le talent ne suffit pas toujours, le rebond, la rigueur et la constance restent les chantiers à corriger avant les grandes échéances européennes. Et justement, à peine le temps de savourer ce succès que la Roca Team posait ses valises à Belgrade pour affronter le Partizan. Une salle bouillante, un adversaire rugueux et un parfum de revanche planait dans l'air, Lisa.
Le début est rude, Belgrade impose son intensité, Monaco subit puis réagit, Mike James enchaîne les actions de classe, Diallo trouve des solutions et Monaco passe devant à la fin du premier quart 20-19. Le deuxième quart est beaucoup plus fermé, Nick Calates, ancien monégasque, joue avec les nerfs de ses ex-coéquipiers, tandis que Mike James écope déjà de 4 fautes. À la pause, les Serbes mènent 36-32, une première période sous tension marquée par des maladresses et la peur de se livrer. Mais au retour des vestiaires, la rencontre va complètement basculer dans la folie avec une ambiance irrespirable dans cette Stark Arena. Oui, un troisième quart cauchemardesque, Monaco multiplie les pertes de balles, Strazel en panne d'adresse, Diallo et Thais prennent des fautes techniques et du côté serbe, Calates régale. Le partisan s'envole à plus 20 à la fin du quart, la salle rugit et Monaco semble au bord du naufrage. Cette équipe a du cœur. Dans le dernier quart, Mirotic montre la voie, Tarpé entre et change tout. En défense, en interception à 3 points, il ramène la Roca Team dans le match. En quelques minutes, les Monégasques infligent un 21-0 et reviennent à égalité. La salle se fige, l'exploit semble à portée, mais 2 lancers manqués et une faute évitable coûtent cher. Le partisan s'impose sur le fil 78-76, une défaite rageante mais qui prouve la force de caractère de ce groupe. Et la Roca Team n'aura pas le temps de souffler. Dès demain à 20h, elle retrouvera son ancien coach, Sacha Obradovic, désormais sur le banc de l'Étoile Rouge, un club que le meneur serbe Nemanja Nedovic a quitté pour rejoindre Monaco en septembre dernier. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment cela va se passer. Bien sûr, ce sera un moment spécial et plein d'émotions et je pense que je sais ce que je dois faire pour rester focus sur le match. Mais je sais que ce sera complètement différent quand je mettrai un pied dans la salle, donc on verra. Une autre arène bouillante, une autre bataille serbe et peut-être l'occasion pour Monaco de transformer la frustration en révolte. On parle volleyball désormais. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Une soirée qui a laissé des regrets pour le Nice Volley. Vendredi dernier, les Niçois recevaient l'Arago de 7. On dresse le bilan avec vous, Nice Altman. Le Nice Volleyball affiche pour l'heure un bilan bien en dessous des attentes. Après 5 journées, il n'affiche qu'une seule victoire pour 4 défaites. Pour le moment, les Aigles sont 12e au classement de la Marmara Spike League. Pourtant, on le sait, cette équipe regorge de talent. Le pointu polonais David Dulski est déjà auteur de 124 points en attaque, en moyenne près de 25 points par match. Le hic, ça reste encore la mauvaise réception, les services mal ajustés, mais l'attaque et le bloc sont là. Un bilan contrasté, mais qu'en est-il du dernier match ? Dans une salle Palmera bouillante, les Niçois avaient à cœur de remporter leur première victoire à domicile. Dès le premier set, Nice démarre très fort. La tension est palpable, les blocs de Nakminiem et Dulski terrorisent les Sétois. On entend le bruit des tambours de part et d'autre du terrain. D'un côté les supporters niçois et de l'autre les spectateurs sétois qui ont fait le déplacement pour encourager leur équipe. On sent la confiance monter quand les Niçois ont 3 points d'avance, 8-5, mais les Hérotés reviennent doucement jusqu'à passer devant à 13-14. Après un time-out pris par Brice Donat, le coach, les joueurs se remotivent et parviennent à faire le break à 20-17. Résultat, les Eagles s'imposent 25-22. Un premier set en poche et le plein de confiance pour la suite. Lors du deuxième set, l'Arago de 7 relève la tête. Les réceptions sont plus stables, les attaques mieux construites. L'Arago passe devant rapidement à 4-5 et les Eagles ne parviendront pas à recoller au score. 7 creuse le break de plus 4 points à 7-11. Nice cède quelques erreurs de service et se retrouve dos au mur. Mais le plus difficile est la réception. Presque aucun plateau n'arrive dans les mains de Vessel Kimink qui ne peut servir les centraux pour espérer surprendre les joueurs de 7. Deuxième set perdu pour Nice à 23-25. Un jeu partout donc, tout reste encore à faire. Et oui, le troisième set, c'est le véritable tournant du match. 7 mène au début, mais Nice parvient à s'accrocher et à toujours rester à 1 ou 2 points d'écart. Les bleus et jaunes reviennent et prennent le lead à 20-19. Les joueurs exultent, le public avec. Mais à 23-23, l'enchaînement se brise. Une réception mal cordée, un manque de communication, un ace de l'adversaire et puis plusieurs fautes directes. Résultat 27-25 et 2-7-1 en faveur de 7. Le quatrième set arrive aussi et la fatigue et la frustration s'installent dès les premiers points. Les visiteurs prennent le large à 7-13, le NVB s'écroule et voit la victoire leur échapper. Quelques points grattés leur permettent de revenir à 4 points de l'adversaire, mais à chaque fois que ressurgit l'espoir, une attaque mal ajustée, un contre, un service dans le filet et une défense qui laisse trop d'espace permettent à 7 de s'envoler. Le set se termine lourdement 25-16 pour 7. Nouvelle défaite pour le Nice Volley. C'est dommage car il y avait un vrai désir de bien faire à Nice, mais trop d'erreurs qui offrent des balles gratuites à l'adversaire. Brice Donat.
On a loupé des belles opportunités, des grandes opportunités. Je vais mettre ça sur le dos de la jeunesse. Beaucoup de maladresse dans les moments chauds, dans les moments importants, dans les money time. C'est un peu ce qui nous fait défaut depuis le début. Là, je pense qu'on va avoir un long chemin difficile. On a vraiment pêché en réception. On a eu beaucoup de difficultés en réception. Il y a du travail. Voilà, les deux réceptionneurs de ce soir sont très jeunes, 20 ans et 18 ans. Moi, je les accable absolument pas. Il faut rester dans la partie, travailler et avancer. Le manque d'expérience a peut-être aussi facilité la victoire aux Sétois, comme le dit le coach. Mais au-delà du match, la salle a connu une ambiance comme jamais. Durant tout le match, le public a vécu ça intensément. À chaque échange prolongé, les bruits des tambours font vibrer le sol et retentissent dans tous les murs. Chaque point est vécu comme un mini-événement, comme en témoigne Loan Nakminiem. C'était magnifique, c'est dommage qu'on n'ait pas la victoire parce que vraiment le public il méritait qu'on gagne, l'ambiance était folle. Moi c'est ma première saison à Nice et c'est la première fois que je vois la salle comme ça avec autant d'ambiance, c'était incroyable et j'espère qu'il y aura autant de monde au prochain match. Et donc, qu'en est-il pour le prochain rendez-vous ? Le Nice Volleyball n'a plus le choix. Le prochain match est déjà en ligne de mire et il faut repartir. L'équipe se déplacera à Chaumont samedi à 19h. Et on le sait, Chaumont est en grande difficulté en ce début de saison avec 0 victoire et actuel dernier du classement de la Liga. Et de leur côté, les Dragons de Cannes sont tombés de haut. Ils ont échoué face à l'avant-dernier du classement, 3-7-1 pour Ajaccio. Le coach Clément Chouassi se dit frustré et met en cause la fatigue de ses joueurs. Il faudra se ressaisir face au Plessis-Robinson samedi prochain. On passe au dossier de la semaine désormais. Hier soir, le parc Honoré d'Estienne d'Orves recevait pour la 4e année consécutive les relais du Pambagna Alexis Navarro. Depuis 2011, pour chaque armistice, coureurs et coureuses se rassemblent pour la course, le show et les gourmandises niçoises lors des relais du Pambagna. Pour cette nouvelle édition, la 14e, jamais l'épreuve n'affichait complet aussitôt avec 100 équipes différentes pour 100 coureurs. Le principe de l'épreuve est simple, il y a 4 relais de 4,5 km chacun avec une piste difficile marquée par un dénivelé important. Chaque coureur d'une équipe composée de 3 participants, donc, court un relais. Le 4e et dernier relais est parcouru en équipe et les 3 membres doivent arriver ensemble pour valider l'arrivée. Le premier relais est forcément couru par une dame, le 2e et 3e par un homme ou une femme, mais comme vous l'avez deviné, il faut savoir rester astucieux car le dernier à prendre le relais doit donc enchaîner 9 km, 4,5 km en solitaire et 4,5 km lors du dernier relais en groupe. Et certains coureurs se sont prêtés au jeu du déguisement, Alexis. Alors on a vu de tout, des coureurs déguisés en dalmatien, d'autres en Batman, en Superman, et puis nous on est tombé sur les Superbagnas. On vous laisse écouter Ilona déguisée en Superbagna, Aurélie avec sa cape niçoise et Chris en Romman, la Dream Team du triathlon de Saint-Laurent. Conditions, un cadre magnifique avec une vue super chouette à la fois sur les montagnes que sur la mer. Franchement, on a eu une météo géniale, une température idéale, une team idéale, une organisation géniale et à la fin récompensé par un magnifique Pambagna. On est tombé aussi sur Colère, Joie et Dégoût du film Vice Versa. On aimerait bien c'est trouver un nom en rapport avec notre boulot. Notre société elle s'appelle Vichy, donc on a pensé à Vichy Versa. Et on s'est Colère, déguisé. Joie. Dégoût. Faut faire le dégoût. Mais l'émotion. Les relais ont été remportés par les jeunes coureurs de l'US Cagnes Athlétisme, Chloé Grandin, Eddie Lopez et Glenn Le Gouil avec un chrono affiché d'1h 10 minutes et 14 secondes. Ils reviennent sur leur course. En gros, on visait comme la première place, mais on savait qu'on avait des concurrents de notre équipe qui étaient à peu près au même niveau que nous, donc on a fini quasiment à 10 secondes d'écart, je crois, même pas. Donc c'était super close et au final, ça s'est bien passé. Oui. C'est ensemble. C'est la première fois que vous faites aussi cette épreuve-là ? Moi, je l'ai faite l'année dernière, mais là, c'est la première fois avec toute l'équipe. Et l'autre nouvelle positive, ce sont tous les bénéfices réalisés durant la matinée qui ont été reversés à l'association La Ronde des Clowns, fondée en 1989 par la clown Bidouille. Elle accompagne et donne le sourire à des enfants malades dans les hôpitaux de la région. Il est temps pour nous de laisser les chroniques pour passer au traditionnel quiz. Tous les chroniqueurs sont donc invités à la table. Comme d'habitude, c'est un one-shot. Et on commence avec Louis Marmion. Combien d'aiglons sont partis en sélection durant la trêve ? Bonne question. 2. Oh, c'est vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus ? En sélection, tout pays confondu, hein, je te parle oui, pas. Merci. Oui, il n'y a pas que la France, mais bon, allez, on va dire 7 alors. C'est pas si loin. Ils sont 8. Ah. Tu sais les citer ou pas ? Il y a Diop. Diop avec le Maroc, effectivement. Yes. Birette. On te parle de Nice. Je suis désolé. C'est pas grave, on va mettre ça sur le coup de la fatigue. Abdi.
Abdi avec Non, le je l'ai Maroc, pas non dans ma liste. Non, avec le Maroc, il y a seulement Sofiane Diop qui est parti avec le Maroc. Il y en a 2 au Sénégal. Vous pouvez l'aider si. Abdi est parti avec la Tunisie. Je me suis trompée. Mais oui, je suis fou. Il y en a 2 au Sénégal. Divan Diouf. Ouais. Et vous pouvez l'aider. Aidez-moi. Antoine Mendy avec le Mendy. Sénégal. Il y en a un qui est parti avec l'Algérie. Boudaoui. Ouais, Hicham Boudaoui. Un avec le Ghana. Oui. Djoumaba. Non. Oprah. Non. Note que Louis ne répond pas à ces questions. Ouais. C'est Kojo Opong qui est parti avec le Ghana. Il y en a un qui est parti avec la Belgique. Tu l'as cité dans ta chronique. Ah ouais, Van Hout. Ouais. Et il y en a un qui est parti avec les U17 en équipe de France, où ils disputent le mondial à Doha. Louché. Non. C'est Télusson, je saurais pas le dire. Si on le dit à la française, on dira Télusson. Petite question pour Nathan. Franchement, j'ai été gentil ce soir. Combien de joueurs sont appelés pour le match du 15 de France contre les Fidji et font partie du RCT? Non, c'est pas 15, Lisa. 3. Priso, Gros et Olivon. Ouais, exactement. Jean-Baptiste Gros, pilier à Toulon, et Charles Olivon, 3e ligne. Petite question pour Lisa, qui est inspirée de Alexis ce soir. Okay. Contre le Panathinaikos, Mirotic, il a encore défié les stats en inscrivant son nom dans l'histoire de l'Euroleague. Il est rentré à un rang, donc des meilleurs scoreurs de l'Euroleague. À quel rang il est rentré? Je dois donner un nombre? Il est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le nombre de... Non. Dans le top 10, je pense. Le 8e. Non, un petit peu plus haut. C'est top 5. Ah ouais. Ok, 5e. Exactement. Je pensais pas. Merci Alexis pour l'aide. La question pour Alexis, c'est à Lisa de la poser, puisque c'est elle qui l'a écrite ce soir. Je ne l'ai pas, donc... Alors, Alexis, combien gagne Mike James de salaire annuel? Première question. Et à ton avis, à quelle place il se positionne dans ceux qui gagnent le plus en Euroleague? Il a la pire question. Ouais, ça va. J'ai aucune idée des salaires en basket, je te comprends pas. Donne un chiffre. Tu peux viser haut. C'est Mike James. Ah, mais haut, c'est quoi? Je veux dire, je passe 5 millions. Un peu trop haut. Un peu trop? Beaucoup trop. Il y a quelques millions. Oui, voilà. 2,5 millions. Un petit peu plus, ouais. 3 millions. Ouais. 3 millions. Et il se range dans quel top, tu penses, dans les classements des mieux payés en Euroleague? Top 5, je dirais, quand même. Ouais. Premier? Non, c'est beaucoup. 3e? Ouais, 3e. Effectivement, c'était pas la question la plus facile, j'avoue. Nils, tu l'as dit, le joueur en forme chez les Niçois, c'est Dulski. Derrière, il y a 2 joueurs qui suivent. Est-ce que tu sais me dire qui ils sont et à combien de points? Si tu sais aucune des 2 réponses, je peux te donner les points. 2e, je dirais Lohan, Nakminiam. Non. Non. Il est dans le top 3 ou pas? Non, il est pas dans le top 3. Veux-tu les chiffres déjà? Ouais, je veux bien. Donc ils se suivent avec en 2e place 15 points inscrits et 13 points en 3e place. C'est en tout, hein, c'est avec les aces, oui. Blockout et tout. Ok. Je dirais McHenry. À quelle place? 3e. Exactement, McHenry, le central américain. Ouais. 3e. 2e, c'est plus dur ça. 2e, je dirais... Un joueur sur qui on n'a pas mis beaucoup d'espoir dans le premier match et qui au final s'est plutôt bien révélé derrière. Shai Lieberman. Exactement, l'Israélien Shai Lieberman qui a montré une grande qualité dans les matchs qui ont suivi. Et on arrive au terme de cette émission. Merci à mes chroniqueurs et à leurs analyses toujours aussi précises. Merci à Samy Lamam en régie. Merci à Roman Chaffard pour les photos. Rendez-vous mardi prochain, même heure sur EDJFM. Bonne soirée.